Alors, pour le coup, je pense que là, c'est une expérience qui est quand même propre à tous les enfants de toutes les diasporas du monde entier, en France ou en Occident. C'est que on est la minorité. Donc, pour pouvoir évoluer dans la société, monter et gravir les échelons, il faut de l'excellence. Et voilà, vraiment, ça, c'est quelque chose que mes parents m'ont transmis depuis le début. Je m'appelle Stécie Aubenas, j'ai 34 ans, je suis née de 2 parents béninois, j'ai une petite fille et je suis créatrice de contenu et également consultante en gestion d'écosystème digital. Et donc je suis née à Paris 4, vraiment au centre de Paris, les quartiers que j'aime. Donc voilà, donc moi je suis pas née au Bénin, mais je me vis complètement comme faisant partie de la diaspora parce que mes parents sont béninois, mon héritage culturel béninois est très fort et très présent. J'y suis beaucoup retournée, donc 2 fois par an je rentre au Bénin. Donc voilà, pour moi la diaspora c'est vraiment les enfants qui vivent en dehors du pays, mais ils peuvent être restés longtemps en dehors du pays, mais ils sont quand même des enfants du pays. Et en fait, très rapidement, mes parents ont migré en banlieue pour pouvoir nous élever de manière plus sereine, voilà, moi et mes sœurs, parce que du coup, je suis la grande sœur. Un des axes d'influence, entre guillemets, de création de contenu, c'est la valorisation de l'entrepreneuriat africain. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pour le coup, je suis africaine, vraiment je vais dire africaine, mais ouest-africaine, dans mon ADN, vraiment. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours porté, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Enfin voilà, je me suis toujours vue et sentie comme une africaine, franco-africaine en France. Voilà, on y retourne régulièrement. Donc, j'ai toujours aimé porter, m'habiller, vivre des créations africaines. Donc, en fait, de mettre la lumière sur eux, c'était hyper important pour moi. La diaspora de la seconde génération perçoit mieux ou de façon plus militante même la richesse du pays d'origine de leurs parents. Plutôt que la diaspora de la première génération, je pense qu'ils étaient vraiment dans d'autres dimensions, plus peut-être de survie, de quelque chose d'aller chercher en Occident, en fait, le moyen de se développer, d'accroître leur richesse, niveau d'études, voilà. Mais également, ils ont vécu dedans, donc forcément, on voit peut-être moins la beauté de ce dans quoi on vit, dans ce dans quoi on a grandi, alors que quand, comme nous, on est né en France, la beauté et la richesse, on la voit quand on y retourne et que voilà, forcément, on n'y a pas grandi dedans, on n'est pas né dedans et on se dit mais en fait c'est magnifique. Ton grand-père, donc qui est une figure de l'histoire du Bénin, en fait, et même, en fait, je dirais même une figure de l'histoire de la France. Oui. Et du Bénin. Ouais. Moi, j'ai 2 grands-pères qui racontent 2 histoires de la France au Bénin ou du Bénin en France. Donc, du coup, ouais, je vais m'attarder sur Jean Pliat, qui est donc une icône, on va dire ça comme ça, béninoise. Il est né d'une mère musulmane et d'un père chrétien. Il faisait partie du premier batch d'étudiants africains, donc vraiment, qui partaient en France. Donc voilà, ils étaient genre 10, un truc comme ça, étudiants béninois en France, les tout premiers du pays de ever, de tout jamais. Et voilà, et donc parce qu'il a été reçu du coup premier ex-aequo au bac. Et donc voilà, donc du coup il a pu partir en France et il a fait donc des études de géographie, puis il est revenu au Bénin. C'est un très grand auteur donc, de théâtre, d'écriture et vraiment de littérature africaine au global, mais béninoise en particulier. Et donc il représente vraiment l'intelligentsia, mais vraiment pour la littérature béninoise fondatrice au Bénin. Donc écrit des livres que tous les écoliers du Bénin ont lus, Pont de l'Orequin, voilà, ce genre de la secrétaire particulière, quand on dit ça, on dit « Ah, mes études, ah, la 6e », etc. Ça évoque plein de choses à tous les petits béninois. Voilà, je touchais un petit peu du doigt, mais quand il est décédé, effectivement, moi, de devoir prendre cette place-là de la grande, en fait, l'aînée, hein, vraiment Dagan, comme ma grand-mère m'appelle, donc ça veut dire
la première de ma génération. J'ai dû vraiment avoir cette place-là pendant les obsèques. Et donc dans le vol, donc les 6 heures d'avion de Paris au Bénin, où du coup pour l'enterrement, j'ai réécrit tout le discours au nom de tous les petits-enfants. Et en fait de faire des obsèques retransmis à la télé en direct, voilà, c'est là vraiment que je me suis rendu compte de la place qu'il avait pour le pays. Hommage rendu à Jean Pliat, la messe d'enterrement du professeur Jean Pliat s'est déroulée ce jeudi 28 mai 2015 à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Ils sont venus de partout au pied de l'autel, recommander à Dieu l'écrivain béninois Jean Pliat. Le Seigneur l'a pris avec lui pour monter vers le Père. Jean Pliat aura passé les 84 ans de sa vie au service de l'élévation spirituelle et intellectuelle de l'humanité. La dernière fois qu'on discutait, toi tu me disais que tu m'as parlé d'une famille assez métissée, Ouais. D'un métissage français et béninois très présent au sein de ta famille. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Alors du côté de mon père, on est une famille de métis qui dit donc beaucoup de choses sur en fait, la colonisation française, pour la simple et bonne raison que mon arrière-grand-père est un colon français qui est tombé amoureux d'une béninoise. Il a eu des enfants avec elle, donc une fille, des jumeaux qui sont morts-nés. Mon grand-père est né en 1899, donc il est beaucoup plus vieux que Jean Pliat. Jean Pliat, c'est 1931. Donc 1899. Et il est né, donc il était vraiment avec un père blanc colon et une maman béninoise, africaine, voilà. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Et la France rappelle tous ses colons, tous ses administrateurs de toutes ces colonies, de toute la colonie. Bon, mon arrière-grand-père est parti. Donc il a laissé abandonner sa famille béninoise, donc mon grand-père qui avait donc 15 ans. Donc il a vécu longtemps avec son père français, c'est pas qu'il l'a laissé à 2 mois, hein, c'est vraiment à 15 ans, il voit son père qui s'en va et qui ne va juste jamais revenir. Tu es quand même passé par de grandes entreprises françaises dans ton parcours. Moi j'ai lu L'Oréal, j'ai lu Aéroport de Paris. Ouais, et Vinci aussi. Ah, et Vinci aussi. Ouais. Alors pour le coup, je pense que là c'est une expérience qui est quand même propre à tous les enfants de toutes les diasporas du monde entier, en France ou en Occident. C'est que on est la minorité. Donc pour pouvoir évoluer dans la société, monter et gravir les échelons, il faut de l'excellence. Et voilà, vraiment ça, c'est quelque chose que mes parents m'ont transmis depuis le début. Tu dois être la meilleure, mais c'est pas forcément la meilleure dans les meilleures boîtes. Mes parents m'ont toujours dit, si tu veux être fleuriste, t'es la meilleure des fleuristes. Si tu veux être pâtissière, t'es la meilleure des pâtissières. Donc c'est pas une histoire de faire l'ENA ou d'être à X ou faire les mines, mais d'être la meilleure dans tous les cas. Et en fait, c'est quelque chose que je porte avec moi depuis toujours. Et donc, les meilleures notes, parce qu'en fait, tu es la seule fille noire de ta classe. Et que si tu ne t'imposes pas par ton expertise, tu n'existeras pas ou on ne te choisira pas. Voilà. Lorsqu'on me parle d'africanité en France, moi, je pense vraiment aux femmes. Parce qu'encore une fois, moi, je suis une personne qui est très féministe. Et en fait, c'est les mamans. Je pense aux mamans qui, elles, avaient porté leur bagage africain complètement, qui sont venues en France, qui ont vécu l'assimilation et qui ont pu nous transmettre le bagage de l'africanité tout en laissant la place à la France à l'intérieur de leurs enfants. Donc je pense qu'elles ont une grosse responsabilité et je pense qu'il faut les saluer et leur dire bravo d'avoir pu réussir ce challenge incroyable de faire des enfants biculturels. Oui, je mets volontairement de côté les hommes. Mais vraiment, je pense que la transmission de la culture, elle passe aussi beaucoup par le ventre de la maman et par la mère. Et ensuite, du coup, le fait que les enfants retournent à la mère patrie et cet amour de l'Afrique, je pense qu'il est transmis beaucoup par la maman. Et donc, du coup, je pense à toutes ces mères africaines dans le monde entier qui transmettent la beauté de l'Afrique en France à leurs enfants et qui, du coup, font que leurs enfants se sentent complètement français et complètement africains à la fois. Je pense que vraiment, cette africanité française-là, ce dont tu parles, elle aussi, elle passe beaucoup par les femmes.